Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, vendredi 13 janvier, voici une partie des informations que nous allons développer. La mauvaise météo sur l'archipel de la Société et dans le nord des Australes a eu des conséquences. Aujourd'hui, à Tupuai, les établissements scolaires étaient fermés, les enfants avaient les pieds dans l'eau, vous allez le voir dans ce journal. S'entraîner à la maîtrise d'un agresseur lors d'une interpellation, c'était le programme aujourd'hui d'une partie des agents de la police nationale. La mise en situation s'est faite avec une fausse arme blanche. Cela fait forcément écho aux faits divers de Travo. Nous allons en parler avec le procureur de la République, Hervé Leroy, qui est notre invité ce soir. C'est une décision qui a changé le destin de la Polynésie tout entière. Il y a 60 ans, en janvier 1963, le Fénois a été choisi par la France pour devenir le centre d'expérimentation du nucléaire. Les premiers essais commenceront 3 ans plus tard. Décadrage colonial, c'est le nom d'une exposition photo qui a lieu au Centre Pompidou à Paris. Les clichés datent de l'entre-deux-guerres et mettent en exergue l'anticolonialisme de l'époque. Merci d'être avec nous. Les écoles et le collège fermés à Tupuai, aux Australes, à cause des fortes précipitations et des vents violents. La météo est très mauvaise ces jours-ci dans le nord des Tuape, mais aussi sur les îles de la Société, ce qui occasionne quelques perturbations. À Tahiti, Météo France et le JRCC continuent de surveiller la situation. Herevei Hoata, Patrick Tsintsing. Les écoliers de Tupuai se sont réveillés les pieds dans l'eau. Près de 116 mm d'eau sont tombés en 6 heures sur l'île, de quoi affecter le quotidien des habitants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école parce qu'il pleut beaucoup. Oui, ça fait maintenant presque une semaine qu'il a beaucoup plu. Ce matin encore, il a plu, même hier soir. Et du coup, les écoles primaires sont fermées ici à Tupuai à cause des inondations qu'il risquerait d'avoir. Des conditions météorologiques qui risquent de perdurer sur les îles australes. La perturbation à l'origine de ce temps maussade devrait virer vers l'ouest de l'archipel. Pour les Australes, donc on a encore la partie Tupuai et Revawe qui sont concernés encore aujourd'hui. Par contre, pour ce week-end, ça va se décaler un peu plus à l'ouest. Donc, le mauvais temps va intéresser essentiellement Rimatara et Rurutu. Et du côté de Tupuai et Revawe, ils vont commencer aussi à avoir des accalmies plus durables et des averses un peu moins fréquentes. Du côté des îles du Vent et sous le vent, le temps s'améliore ce week-end, mais la vigilance reste de mise au JRCC qui coordonne les secours en mer. Il diffuse des bulletins météorologiques précis. Vent, secteur nord, 30 nœuds. Rafale, 40 à 50 nœuds. Mer forte. Il suffit d'une petite avarie. Avec ce facteur météorologique, on va effectivement avoir des opérations d'ampleur qui vont devoir être menées. On a eu le cas malheureusement l'année dernière où une personne est décédée en ayant pris son bateau, originaire du Nil, et malgré tout, conscient des conditions météorologiques difficiles, a pris la mer et s'en est pas sorti. Pour éviter que des accidents aussi graves se produisent, l'équipe du GRCC est en veille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Laurent, chef de car, surveille un cargo en particulier. Là, on est sur un navire transportant des produits polluants. C'est un pétrolier qui vient sur Tahiti. Comme actuellement, nous avons une période de vigilance due au vent et à la pluie, un navire comme ça qui tomberait en panne avec les vents et les conditions de mer actuelles, ça pourrait être relativement problématique. À l'heure actuelle, aucune intervention n'a été enclenchée. En attendant un retour à la normale, prudence et mère de sûreté. L'évolution du Covid au Fénois, l'épidémie ralentit. Environ une trentaine de cas actifs actuellement. Aucune hospitalisation. Par contre, la grippe saisonnière est virulente cette année. Un homme de moins de 30 ans est décédé. Il avait aussi d'autres pathologies. 4 personnes atteintes de la grippe sont en réanimation au CHPF du Taoné. André Watio, médecin au sein du bureau de veille sanitaire, nous apporte quelques précisions. Écoutez. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un vaccin antigrippal qui marche très très bien et c'est recommandé surtout pour les gens qui sont plus vulnérables, donc les gens de plus de 60 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, les gens qui ont des antécédents et des facteurs de risque d'avoir des grippes sévères. On le recommande très fortement d'avoir le vaccin antigrippal qui peut être donné en même temps que le vaccin contre la Covid.
Ça commence par de la fièvre, des frissons, de la courbature qui sont suivis par de la toux et un peu de mal de gorge. Ça peut créer pas mal d'absentéisme, soit à l'école, soit dans le travail, parce que c'est pas simplement un petit rhume. La grippe vraiment affecte les gens. Par rapport aux épidémies, on sait que par exemple l'année dernière, on a eu une épidémie de grippe aussi, et ça avait amené plus de 250 personnes à être hospitalisées et plus de 40 personnes à être en réanimation. On avait eu 10 décès de grippe l'année dernière. Et puis santé toujours. Après l'adoption in extremis du budget hier, un préavis de grève a officiellement été déposé par l'intersyndicale OCHPF du Taoni. Le personnel et leurs représentants sont quasi unanimes. Ils souhaitent que leurs conditions de travail s'améliorent et pas question d'attendre jusqu'au vote du collectif à l'Assemblée dans les prochaines semaines. Quels sont les points de revendication? On écoute Sandrine Vautier au micro de Corinne Tehitia. Il y en a 3 et le plus important reste celui de mettre le budget en adéquation avec les besoins réels du terrain du CHPF. Donc le fameux dialogue de gestion. Dialogue de gestion qui a été fait, qui est pertinent et qui permettra en fait de répondre à un retour à la normalité au niveau de notamment humain. On est dans l'urgence, on a déjà des manques dans les services, donc c'est complexe de dire « Ah bah attendez, vous allez faire avec, on va revenir dans un mois ». Là, c'est aujourd'hui l'urgence. Et elle est humaine. Donc effectivement, avec une injection de capitaux, certes, ça va répondre au déficit, mais ça ne répondra pas forcément à de l'embauche. Et si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective jeudi à minuit. Parlons sécurité du citoyen désormais, qu'il soit policier, policiers municipaux, gendarmes ou gardiens de prison, tous ont droit à des stages de recyclage aux techniques d'intervention. Le but étant d'avoir une meilleure maîtrise des armes pour faire face à tout type d'agression, y compris à l'arme blanche. Aujourd'hui, ce sont les instructeurs qui ont été mis en situation. Nicolas Suire, Teva Levra. Un individu agressé au couteau, les forces de police interviennent en équipe et armées de leurs bâtons de défense, car c'est tout ce dont elles disposent. Maîtriser un individu fait partie des connaissances à acquérir durant ce stage dédié aux forces de l'ordre. Des gendarmes, eux, pourraient faire usage de leur arme à feu face à un tel individu, mais seulement en dernier recours. La négociation, c'est la première étape. À moins, évidemment, que la personne elle soit déjà en train d'avancer sur quelqu'un. Et à ce moment-là, là on n'a pas le choix. Il va falloir tout de suite déployer la force. Mais avant d'utiliser la force, bien souvent, on a cette étape de négociation où, entre collègues, il va falloir comprendre ce qui se passe, mais comprendre très vite pour avoir la bonne attitude, les bons gestes. Ce stage forme les futurs instructeurs. Alors ici, les acquis sont validés régulièrement. Par exemple, c'est la 6e fois que ce policier municipal y participe. C'est une bonne chose pour me mémoriser encore. C'est du travail. C'est pas facile quand tu es sur le terrain. C'est pas facile, c'est pas la même chose. Les stagiaires sont appelés en toutes circonstances à négocier avant de faire usage de la force. Et surtout, ils sont formés à son utilisation pour éviter que la situation ne s'envenime. Même sur un simple monotage, on peut avoir quelqu'un qui peut se laisser faire, il coopère, il sait se faire. Si l'opérateur ne s'est pas entraîné, n'a pas drillé, il va avoir un geste qui va être saccadé, qui va être brutal. Et là, du coup, celui qui se laisse menotter ne va plus vouloir. En général, qu'est-ce qui se passe? Les diplômes reçus à l'issue de cette formation sont de niveau international. Les 2 instructeurs partiront à la fin du mois pour former des policiers aux États-Unis, dans l'Utah, puis en Europe, en France et en Italie. Ils dispensent leur stage 6 fois par an en Polynésie, y compris dans les îles éloignées, pour une meilleure maîtrise des savoir-faire. Et pour aller plus loin sur le sujet de la sécurité des citoyens, nous recevons ce soir le procureur de la République en Polynésie française, Hervé Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de le voir dans ce reportage. Ça nous fait forcément penser à ce fait divers à Travo, 2 gendarmes qui ont été obligés d'utiliser leurs armes car leur intégrité physique était menacée. Les enquêtes sont toujours en cours. Mais quelle est la situation des 2 gendarmes en question aujourd'hui? Ils sont sortis de la garde à vue, mais après? Alors, les 2 gendarmes, effectivement, ont eu leur garde à vue levée par mes soins et, aux dernières nouvelles, ont repris leur service. Après, bien évidemment, avoir eu un entretien avec un psychologue et avoir été, en quelque sorte, conditionné de nouveau
pour être sur la voie publique. Donc ils ont repris le service, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire, il n'y a pas de charge en attendant que l'enquête soit terminée? Non, non, mais comme je l'ai déjà dit, effectivement, l'enquête se poursuit, mais en l'état des éléments que j'ai pu avoir, des procédures diligentées, des procès-verbaux qui ont été rédigés, j'ai estimé qu'il n'y avait pas lieu, effectivement, à les faire déférer au parquet, puisque, comme je l'avais déjà indiqué, il y a un fait justificatif de légitime défense qui est dédié effectivement aux forces de sécurité et qui fait l'objet d'un article spécifique indiqué dans le Code de la sécurité intérieure. Une toute dernière question sur ce fait divers. Vous avez communiqué devant la presse le lendemain des faits sur ces fameux faits. Vous n'avez pas communiqué sur l'autopsie. On sait que les gendarmes ont fait feu à 6 reprises, mais combien de balles ont touché l'individu? Permettez-moi de ne pas vous donner plus de renseignements. Effectivement, il y a la communication du procureur qui s'avère nécessaire sur ce type de fait, parce que je répète que c'est un drame. C'est un drame, bien évidemment, pour la famille qui est endeuillée, pour les 2 gendarmes qui sont impliqués, et puis de façon générale pour la communauté des gendarmes d'ici, de Polynésie française et d'ailleurs. Donc vous n'allez pas nous communiquer ces précisions? Non. Il y a aussi les nécessités liées à l'enquête et le secret de l'enquête. Ces derniers mois, il y a eu quelques faits divers à Mahina, ce papa qui a tué son fils de 3 ans, un homme qui a tué sa mère à Taravo, bagarre mortelle aux abords de Prince Sinoï, la fameuse affaire de Henri Hiro avec ce jeune qui s'est suicidé. Est-ce que la justice constate une recrudescence des actes de violence et surtout une amplification de leur gravité? En tout cas, écoutez, c'est vrai qu'en 2002, s'agissant des crimes de sang, comme on dit, force est de constater qu'il y a eu un nombre significatif de crimes de sang par rapport aux années précédentes. Alors, à quoi est-ce dû? J'en sais rien. J'espère en tout cas que c'est conjoncturel et que ça le restera, et que 2023, on n'aura pas à déplorer un nombre de crimes de sang, comme vous venez de l'indiquer, assez retentissant et significatif et dur au niveau de la gravité des faits, de la qualité des victimes, puisque vous faisiez justement allusion à la mort de cet enfant, à la mort d'une mère de famille, à la mort de cette personne qui hébergeait un sortant de prison sur un terrain dont il était l'occupant. En Polynésie, le taux d'incarcération est presque 2 fois plus important qu'en France. L'avocat Thibault Millet, il y a quelques jours, a parlé d'une politique pénale excessivement répressive. Qu'est-ce que vous répondez à ça en tant que procureur de la République? Je dis que comparaison n'est pas raison. J'ai regardé sur Internet, effectivement, cette interview. J'ai vu aussi les chiffres qui étaient donnés et j'ai constaté, en parlant uniquement d'ailleurs que des établissements pénitentiaires ultramarins, que la Polynésie française était en queue de peloton, à l'avant-dernière place, si je puis dire, la dernière place étant détenue par un établissement qui se trouve à Basse-Terre, en Guadeloupe. Donc vous voyez, comparaison n'est pas raison. Ensuite, ce n'est pas une politique pénale répressive ici plus qu'ailleurs. Il faut indiquer quelques éléments qu'on doit savoir. C'est que ici en Polynésie française, et c'est heureux, je m'en félicite, on a beaucoup de faits élucidés. On a aussi de véritables contentieux de masse, les violences conjugales, la délinquance routière liée aux addictions, alcool stupéfiant, et puis les violences familiales. C'est justifié donc selon vous? Absolument, parce qu'on a des faits d'une extrême gravité et surtout des auteurs qui malheureusement sont déjà connus des services de police et de justice et qui sont en état de récidive légale. Donc on ne prononce pas ici des peines d'emprisonnement plus, je puis dire, fortes qu'ailleurs. C'est lié tout simplement, encore une fois, à la gravité des faits intrinsèques et à la personnalité des auteurs. Et à une durée de la peine, effectivement, qui est, passez-moi l'expression, allongée compte tenu de ce que je viens d'indiquer. Monsieur le procureur, dernière question. Au début du mois de janvier, un article du quotidien Le Monde a fait état de tensions au palais de justice de Papeete, vous l'avez certainement lu. Selon le journal, les juges et les procureurs se détestent cordialement. Et selon la présidente du syndicat de magistrature, on se demande même s'ils ne vont pas en venir aux mains. Ils, ce sont les procureurs et les juges. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Non, déjà, permettez-moi de vous dire que ce sont des titres accrocheurs, que je n'ai pas été contacté par ce journaliste
et qu'il y a des inexactitudes manifestes. Vous savez, dans une communauté de travail, si je puis dire, on a plus ou moins d'infinité avec un tel ou un tel. Mais s'agissant des relations de travail entre juges et procureurs, eh bien évidemment qu'il y a un dialogue et chacun dans le domaine de ses compétences et de ses attributions fait état effectivement de ce qu'il croit devoir faire. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, c'est quand même le monde qui fait état de ces tensions au tribunal. 3 missions d'inspection en moins de 2 ans pour évaluer tout cela. Et oui. Vous dites que c'est normal, ces divergences entre le parquet et les juges du siège. Je dis qu'il est normal que les procureurs de la République, les procureurs, peuvent avoir des avis divergents avec les juges sur des dossiers et que c'est l'instance supérieure, c'est-à-dire la Cour d'appel de Papeete, qui est amenée effectivement à examiner avec un regard nouveau l'affaire qui ne fait pas l'unanimité. Mais c'est normal et c'est logique. Ensuite, si vous voulez, cet article qui fait état d'inspections, oui, c'est vrai, ces 3 inspections ont eu lieu, mais encore une fois, il n'y a pas, si je puis dire, une rupture de dialogue, comme on peut le subodorer ou le déchiffrer à la lecture de cet article, une rupture de dialogue entre les juges et les procureurs, ça ne peut pas être, et ça n'est pas. Je peux vous l'indiquer. Merci beaucoup, Monsieur le procureur de la République. Nous retiendrons donc que les 2 gendarmes qui ont dû faire feu sur cet agresseur à Taravao au début du mois ont donc repris leur service. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de l'avoir invité. Dans les îles, après les fêtes de fin d'année, les rythmes d'approvisionnement des goélettes sont problématiques. Les arrivages de marchandises tardent, notamment à Raiatea. Il y avait une pénurie de certaines denrées alimentaires, pénurie également d'hydrocarbures à Uapau ou encore d'eau potable à Tikehau. Les étals des rares magasins sont vides, mais les habitants espèrent un retour à la normale la semaine prochaine grâce à la reprise des rotations de certaines goélettes. C'est toute la Polynésie qui va connaître un autre destin. C'est la phrase du jour de l'historien Jean-Marc Regnault. Il y a 60 ans, en janvier 1963, la Polynésie apprenait officiellement qu'elle allait devenir centre d'expérimentation du nucléaire. Les premiers essais commenceront 3 ans plus tard, en 1966. Un choix politique qui a changé pour toujours le cours de l'histoire de notre Fénois. Lucille Guichet, Patita Savea. Les essais nucléaires français en Polynésie, quand et comment l'histoire a-t-elle changé? Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances sont en pleine course à l'armement nucléaire. La France réalise provisoirement ses premiers essais en Algérie. Mais déjà, des îles françaises d'Océanie sont envisagées, écartées dans un premier temps en raison de leur éloignement, comme l'explique à l'époque le délégué à l'ONU, Jules Mort. Pourquoi nous demande-t-on préparer cette explosion au Sahara plutôt que dans une île lointaine du Pacifique? Je pourrais me borner à répondre que si le gouvernement français avait, il y a déjà plusieurs années, retenu la seconde solution au lieu de la première, l'argument nous eût été retourné par d'autres États. 1961, l'Algérie s'engage sur la voie de l'indépendance. L'année suivante, le président de Gaulle arrête son choix sur la Polynésie en concertation avec le commissariat à l'énergie atomique et l'armée. Le sujet est sensible. Ce n'est qu'un an plus tard, le 3 janvier 1963, que le général de Gaulle l'annonce à une délégation d'élus de l'Assemblée. À l'époque, le budget du territoire enregistre 100 millions de francs de déficit. Ça change tout, en fait. Ça change la société, ça change l'économie, et puis ça change éventuellement la santé des individus. Donc, c'est toute la Polynésie qui va connaître un autre destin. Il y aura désormais un avant et un après 1963. Le CEP s'installe, changeant le cours de l'histoire de la Polynésie. En 1966, le président vient assister à l'un des premiers tirs. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Morurua et Fangatofa deviennent alors propriété de l'armée française, interdite aux civils, et le sont encore à ce jour.
La Wodapalooza 2023, compétition internationale de CrossFit, a débuté aujourd'hui à Miami. Plusieurs équipes tahitiennes y participent dans les catégories RX, intermédiaire, scaled et master. 6 équipes au total. À l'issue des premiers WOD, à retenir la 24e place de la team Maori ou encore la 33e place de l'équipe Tahiti Freedom en RX par équipe. Chez les femmes, à noter la 39e place de la team Stronger Together Girls Power en intermédiaire. L'événement se poursuit jusqu'à dimanche. Nos Tahitiens peuvent donc encore améliorer leur classement. Quasiment 10 jours qu'elles ont quitté le Pérou, la petite équipe de sportives lancée dans le projet Cap Optimiste a déjà atteint les 1000 km. Rappelons qu'elles doivent parcourir au total 8000 km entre le Pérou et Moorea à la force des bras sur un prône, un paddleboard, dans le but de récolter assez d'argent pour financer des activités en faveur des enfants hospitalisés. L'essence même du projet étant la pratique du sport malgré la maladie. Margot Calvé-Watermomen nous détaille les conditions de ce défi. Aujourd'hui, le vent et les vagues sont là, et ce qui nous permet de garder un bon rythme et de pouvoir glisser sur les ondulations du Pacifique. C'est incroyable. On avance très bien, on est très fiers de nous, très contentes de notre avancée. Mais le vent risque de se lever en fin de journée, donc on doit rester vigilante pendant nos relais et pendant nos rames. On a déjà fait de super rencontres en tout cas, avec des requins, des tortues et des dauphins. C'était génial, on est très gâtés. Mais on est quand même fatigué. Il faut que nos organismes s'habituent encore à ce rythme saccadé, à ces réveils la nuit qui sont difficiles. Surtout que la lune apparaît très tard dans la nuit, donc il y a des relais les premiers relais qui sont dans la nuit noire, donc c'est un peu compliqué. Mais heureusement, on a un super équipage qui nous chouchoute, qui veille sur nous. C'est tout l'archipel des Marquises qui est en deuil après la disparition de Casimir Utia, guitariste et cofondateur du groupe Takanini. Il était aussi le chef d'établissement du collège Sainte-Anne à Hivaoa. Casimir Utia était connu pour son humilité et sa bienveillance. Une exposition pas comme les autres en ce moment au Centre Pompidou à Paris sur l'anticolonialisme. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir une collection inédite de photographies, d'illustrations, des paysages et des visages des pays colonisés par la France, des clichés qui datent de l'entre-deux-guerres. Le reportage d'Outre-mer la Première. Décadrage colonial se penche sur un pan complexe de l'histoire de la photographie et de l'anticolonialisme dans les années 30. Tout commence par l'exposition coloniale internationale de 1931 et la contestation d'alors des surréalistes qui décident de créer une contre-exposition. C'est dans ce contexte que des figures du reportage et de la photographie voyagent à travers le monde, en particulier dans les colonies françaises. Ils ont contribué à bien sûr renouveler avec le langage moderne de la photographie l'image de l'ailleurs, de l'exotisme. Par exemple, quand on voit les photographies très innovantes de Pierre Richac, de vues aériennes qui ont été faites pour les débuts de la compagnie Air France, eh bien, elles réactivent quand même des rapports alors soit un peu de stéréotypes sur la question de l'exotisme ou elles manifestent aussi les rapports de domination. Et de conquête. Petit souci technique, donc nous ne sommes pas en mesure d'aller au bout de ce sujet. Veuillez nous en excuser. L'information principale de cette édition, c'est ce préavis de grève qui a officiellement été déposé par l'intersyndicale au CHPF du Taonais avec 3 revendications. La cohérence du budget, rétablir la qualité et la sécurité des soins et initier des réflexions pour améliorer l'attractivité des métiers de l'hôpital du Taonais. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective jeudi à minuit. Dans votre téléviseur ce soir sur Polynésie la Première, la comédie musicale Casse-Noisette avant le divertissement Prodige. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Premier rendez-vous de l'info en radio. Demain matin, c'est à 6h30. On se quitte sur la chanson Kamavé et des images du groupe Takanini en hommage à Casimir Utia. C'était un plaisir de vous accompagner ce soir. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Hey, kay tutonia te tama enana, nene. Itiava matava. Awa tato e kay puto tato eu. Moina te fico po e pe me pe ene pene te tau hana te tau tupu.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.